Bonjour à toutes et à tous. Je suis la petite surprise qui n'était pas prévue de prendre la parole, mais là, je suis obligé de prendre la parole parce que c'est un moment important, en tout cas en ce qui me concerne et j'espère en ce qui vous concerne tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Christian Janson, je suis le vice-président en charge de la communication. C'est pour ça que je communique avec vous ce matin, de la FIEV. Alors aujourd'hui, je suis là pas pour introduire notre club auto by FIEV, mais pour introduire la personne qui va lancer ce club auto by FIEV, comme il l'a lancé depuis déjà quelques années que le club auto existe. Je veux parler de notre président de la FIEV, Claude Cham. Alors pourquoi je m'autorise à lui passer la parole, parce qu'il aime bien prendre la parole tout seul, comme un grand. C'est parce que dans un mois, moins de jours, si on raisonne comme ça, nous avons l'Assemblée générale de la FIEV, le 20 juin prochain, qui va donc réélire les nouveaux membres du comité, qui comité réélira les membres du bureau. Et dans ce mouvement de changement de gouvernance, il y aura l'élection d'un nouveau président de la FIEV à cette date du 20 juin. Claude Cham ne se représentant pas à nouveau, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est le dernier club auto qu'il va lancer, parce qu'on ne va pas faire un deuxième club auto d'ici le 20 juin, Claude. Non, c'est pas prévu. Donc voilà, donc je tenais sincèrement et chaleureusement, Claude, de te passer ce micro et de lancer officiellement ce club auto. Merci à toi. Merci. Bien. Bonjour à toutes et à tous et merci Christian. Effectivement, dans un mois, ce sera définitivement mon départ de la FIEV après 4 fois de présidence. C'est donc le 4e mandat que j'aurai assumé à la FIEV et donc cette fois-ci, j'ai fait savoir publiquement et non publiquement que c'était terminé et que quoi qu'il arrive à la FIEV, je ne reviendrai pas comme président. Je me continuerai à m'intéresser à la FIEV. Je continuerai à avoir des activités parallèles puisque je reste le président de la SAS Équipe Auto et je reste le directeur général du fonds de dotation Kéros jusqu'à ce qu'on me foute dehors. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air décidés à me mettre dehors. Donc, je garderai des relations assez proches avec mes collègues de la FIEV, mais je pense que à un moment donné, eh bien, il faut passer la main. Alors, comme je m'y étais engagé, il faut le savoir, depuis 2000, quand j'ai repris la présidence en septembre 2022, je m'étais engagé à trouver un président dès la fin de l'année. J'avais trouvé ce président, je peux vous le dire, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat à la FIEV, c'est monsieur Jean-Louis Pêche, qui est le président directeur général et propriétaire de la société Actia, qui est le seul candidat à la présidence. Et donc, nous avons quelques chances de penser, compte tenu qu'il a été adoubé par le bureau et le comité, que, entrez messieurs, ne soyez pas timides, pourtant, univers VO, en général, on connaît bien. Donc, bonjour à vous, Thibault. Comme ça, au moins, on a remarqué que vous étiez en retard. On a fait exprès. Là, il y a de la place devant. Bien. Et donc, voilà, et j'avais demandé à Jean-Louis de prendre la présidence dès 2023. Malheureusement, il avait des affaires personnelles à régler pour se dégager le temps nécessaire. Et il m'a demandé de tenir la présidence jusqu'en 2024, ce que j'ai accepté pour lui. Et voilà. Bien. Donc, voilà pour les activités de la FIEV. Je suis très heureux de venir faire l'ouverture de ce club auto, qui est le dernier donc de ma présidence, dans cet endroit. Il faut que vous sachiez que je suis administrateur, membre du bureau de l'UIMM depuis de très nombreuses années, et j'aime bien venir là. Et je vais vous dire pourquoi j'aime bien venir là. J'aime bien venir là dans cette salle des 7 colonnes, des colonnes qu'on a, je crois qu'il y en a 7 effectivement, ou 6 colonnes, les 6 colonnes, c'est ça, les 6 colonnes. On appelle ça la salle des 6 colonnes. Et surtout, ce que je vous recommande, c'est de regarder le beau tableau que vous avez dans l'entrée là où on prend le café. Il n'est pas là, il est derrière. Mais quand vous sortirez à la pause, je vous invite à aller le voir. Et pourquoi je suis heureux de vous accueillir là? C'est parce que vous regarderez le tableau et vous y verrez les maîtres de forge. Les maîtres de forge. Et vous prenez la peine de lire les noms qu'il y a en bas. Vous verrez les Devindel, vous verrez tous les grands patrons de l'époque. Et
ça, c'est significatif et c'est un des combats que je mène. C'est peut-être pour ça que vous m'avez vu parfois vous agacer tous et pour certains auraient pu espérer mon départ plus tôt. Mais je pense qu'il faut que les patrons s'engagent. Ce que je trouve un peu regrettable dans le monde que nous vivons aujourd'hui, où on n'a plus énormément de grands patrons qui continuent à avoir cette activité militante pour défendre l'industrie, pour défendre l'automobile, pour défendre la métallurgie. Ces hommes-là, c'était les capitalistes de l'époque. Ils étaient tous réunis et c'est eux qui ont commencé à créer les premiers hôpitaux, c'est eux qui ont commencé à s'occuper, à traiter leurs ouvriers qui étaient bien souvent malades avec la phtisie, etc., etc. Et je pense que c'est un endroit symbolique qui me plaît beaucoup parce que l'esprit militant, et c'est ce que je dis à tous les administrateurs de la Fièvre, et c'est ce que je leur ai dit quand je suis revenu en 2019, être administrateur de la Fièvre, ce n'est pas un titre honorifique, c'est de venir pour avoir un esprit militant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces ambiances-là et j'aime beaucoup retrouver les gens dans des organismes comme celui-ci pour des introductions sur ce club auto. Alors les activités, je vais vous dire, c'est simple, hein, il y a une première activité, je dirais, importante qu'il faut que je vous signale et je vous attire votre attention. C'est qu'à l'heure actuelle, en débat au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée, il y a un débat, je ne sais pas si vous le suivez tous, mais qui me semble extrêmement important, c'est le débat sur les PFAS. On est en train de débattre. Alors, entendons-nous bien. C'est quelque chose, bon, ce sont des molécules, on les a faites comme ça, elles se détruisent jamais, et on les a voulues comme ça. Donc, qu'elles se détruisent pas, c'est quand même assez normal. La seule chose qu'il y a, c'est que le tendance que prend le débat au Parlement m'inquiète, dans la mesure où à la Commission, et ce qui se passe en France, et vous savez que notre pays a une fâcheuse tendance, de mon point de vue, à surréglementer par rapport à la Commission, c'est l'interdiction. Or, moi j'ai commencé à regarder à la Fièvre, puisque nous avons déjà, sous l'impulsion de M. Stanislas Bailly et de M. Stéphane May, administrateur de la maison, j'ai lancé cette affaire PFAS, ça fait 6 mois, Stanislas, ou un peu plus, même un an. Ça fait un an, parce que ça m'a inquiété tout de suite. Dans l'industrie automobile, je peux vous dire, moi j'ai regardé, on a certaines de nos entreprises, hein, c'est 65% du chiffre d'affaires qui saute parce que si ces gens-là ne peuvent plus utiliser ces molécules qui sont des molécules indestructibles. Et donc, je tire votre attention sur la chose parce qu'il faut que là, nous fassions preuve de solidarité et d'esprit militant, dans la mesure où, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Il faut protéger nos salariés, il faut protéger le consommateur des effets négatifs sur la santé des gens de ces molécules. C'est bien évident, je ne suis pas un assassin, j'ai aucune intention que les gens meurent parce que nous avons des activités, mais comme elles sont indestructibles, on ne sait pas trouver des molécules qui les remplacent pour l'instant. Donc on est confronté à ça. Et ce que je pense qu'il faut faire, alors je me suis renseigné à la Commission, bien évidemment comme toujours, on a des chers commissaires qui nous disent il faut interdire parce que si on n'interdit pas, bien, vous n'allez rien faire. Donc on interdit et puis après on discutera. Je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire la liste de ces molécules qui sont des molécules dangereuses et voir s'il y a alternative ou pas alternative. À partir de là, commencer par dire qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les opérateurs qui travaillent avec ces molécules-là et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire sur les consommateurs dans la destruction des véhicules, dans l'utilisation des véhicules, etc. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans l'aéronautique, tout le câblage de l'aéronautique, il n'y a que des PFAS. Pour l'instant, on ne sait pas faire des câblages d'avion si on ne remplace pas ces molécules. Dans l'automobile, pareil, dans les câblages, on a des PFAS, et je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez ça à l'esprit. Et donc, nous avons là un problème, à mon avis, qui est important, et que je vous recommande de prendre très au sérieux, dans la mesure où c'est pas demain, c'est pas dans 15 ans qu'il va falloir se réveiller, c'est tout de suite. Alors venons-en à la réunion d'aujourd'hui. La réunion d'aujourd'hui, je vais peut-être partir un peu loin. Je vais prendre un peu plus de temps qu'il m'en a donné, comme d'habitude. Mais c'était prévu. C'était prévu. Donc je les connais. Ils me disent 5 minutes, mais ils m'en donnent 15. Mais je vais m'arrêter à temps. Je vais vous dire ce que je pense.
vous savez, on a eu deux conflits mondiaux. Un premier qui a été la guerre de 14, et puis on a eu celui de 45. Ces deux conflits ont traumatisé le monde. Après la guerre de 14, on a inventé la SDN. Après la guerre de 45, on a inventé l'ONU. Et les gens qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils avaient à l'esprit? Ils avaient à l'esprit qu'ils voulaient absolument mettre en place des organes régulateurs de telle façon à éviter qu'il y ait à nouveau des conflits aussi dramatiques qui tuent des millions de personnes, comme la guerre de 14 l'a fait et comme la guerre de 40 l'a fait. Donc, derrière, dans cet état d'esprit, il y a eu, on pensait qu'il fallait qu'un des moyens, ces êtres, ces individus de l'époque, on pensait qu'il y ait un des moyens pour éviter les conflits entre générations et entre les peuples, c'était de leur permettre de commercer ensemble, d'échanger, de se rencontrer. Et ça a été, à la fin de la guerre de 40, en 1946, une belle année, les accords du GATT. Ça a été les premiers accords commerciaux qui ont permis d'échanger et qui ont commencé à régler comment les accords se faisaient entre les êtres. Ces accords ont été jusqu'en 1995. Et en 1995, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a vu apparaître un autre organisme derrière le GATT qui s'est appelé l'OMC. L'OMC avait pour objectif de compléter les accords du GATT. Et on a eu un brillant monsieur qui s'appelle Monsieur Lamy. Vous en avez tous certainement entendu parler. Pour moi, c'est pas mon ami, mais enfin, je vous le dis comme je le pense. Et Monsieur Lamy, il a tellement ouvert les accords de l'OMC qu'un beau jour, qu'est-ce que nous avons vu apparaître? Nous avons vu apparaître un méta-pays qui s'appelle la Chine. Et il y avait un être qui s'appelait Napoléon, qui avait écrit, ça a été repris par Alain Pierrefitte derrière, dans un célèbre livre, « Le jour où la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Et donc on a fait rentrer la Chine dans l'OMC. Et pour nous, qui sommes des gens de l'automobile, c'était une arrivée que l'on n'avait pas du tout anticipée et qui, aujourd'hui, bouleverse notre monde. Bouleverse notre monde parce qu'ils arrivent avec une puissance, une capacité et une technicité, parce qu'il ne faut jamais oublier, nous n'avons pas affaire à un pays qui était inculte. 15e siècle, premier PIB du monde, la Chine. Ils inventent la poudre, ils inventent les nouilles, ils inventent aussi la porcelaine, etc., etc. Oui, c'est pas les Italiens qui ont inventé les nouilles. Et donc, etc. Et si je vous raconte cette histoire, c'est quand même pas par hasard par rapport à la réunion d'aujourd'hui sur l'empreinte carbone. Parce que aujourd'hui, on est en train de développer, sous l'influence de deux courants qui viennent à un confluent et dont je pense que les deux influences sont tellement importantes qu'aucune entreprise d'industrie automobile, ou même au-delà de l'industrie automobile, nous allons échapper à la mesure de cette empreinte carbone. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'un côté, nous avons, bien évidemment, tout ce mouvement, je dirais, de transition énergétique, avec tous les tenants d'une certaine écologie, qui là encore est tout à fait respectable, qui veulent que nous diminuions les gaz à effet de serre, que ceci, que cela, parce que réchauffement de la planète, etc. On pourrait en débattre pendant de longs moments, si vous voulez, mais ça nous fera un autre club auto en privé quand je serai plus président de la FIEP. Et puis nous avons un deuxième courant, qui est que, avec la crise du Covid, avec la crise des superconducteurs, le monde occidental auquel nous appartenons vient de s'apercevoir qu'il était en train de se faire complètement laminer par ce méta-pays qui est la Chine, que nous avions perdu une souveraineté et qu'il fallait retrouver des moyens pour essayer en faire en sorte que nous ayons une sorte de régulation des échanges commerciaux, des échanges industriels face à ce pays qui s'appelle la Chine. Alors, j'ai rien contre les Chinois, j'en reviens. Je peux vous dire que j'ai vu M. Janson qui traînait là-bas. C'est un
pays auquel, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, je me suis laissé aller, comme j'ai une certaine liberté de parole, quand j'ai visité l'usine de BYD, il y avait une journaliste du Monde qui était à côté de moi, et puis j'ai pas fait attention, j'ai dit, ben, on n'a plus rien à leur apprendre. J'ai visité beaucoup d'usines dans ma vie, en particulier des usines japonaises. Je peux vous dire que l'usine de BYD, elle est au top niveau, du top niveau, du top niveau. On n'a rien à leur apprendre. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous avez un mouvement de transition énergétique, écologiste, etc., qui nous amène à devoir mesurer les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone, bien évidemment. Et puis nous avons cet autre mouvement, qui est ce mouvement, je dirais, de prise de conscience en Europe, qui est qu'il faut que nous retrouvions une souveraineté, qu'il faut que nous retrouvions des capacités de compétitivité par rapport à un monde qui s'annonce pas particulièrement rigolo, si je puis m'exprimer ainsi, ou en particulier pour la France. Et donc, qu'est-ce qu'on a inventé? Bien, on est en train d'inventer la mesure de l'empreinte carbone de tout ce que nous fabriquons dans nos usines, dans nos services, etc. Et je vous invite à bien discuter, et je vous félicite d'avoir organisé ce club auto autour de l'empreinte carbone, mon cher Thierry et mon cher Christian, parce que dans le monde bancaire, on est en train de vous parler, de dire, eh bien, on ne financera pas si vous n'avez pas des projets qui sont green, etc., etc., etc. Donc nous allons tous être pris dans ce phénomène de mesure de l'empreinte carbone de nos activités, de nos produits, etc. La FIEV s'est mise sur le sujet maintenant, Stanislas, 2 ans et demi. Là aussi, on s'est décidé. On a monté un groupe de travail, on a beaucoup travaillé sur l'empreinte carbone. Je suis intimement convaincu. Alors, les grosses entreprises n'ont pas forcément besoin de la FIEV pour et encore, pour traiter ce sujet. Par contre, toutes les PME, PMI, ETI, etc., quand il va falloir faire la traçabilité du puits à la roue, mais pas uniquement, c'est du gravier à la tombe, eh bien, ça ne va pas être simple. Et quand on regarde le coût économique qu'il y a derrière, il n'est pas neutre. Et la faisabilité des choses est aussi fort complexe. Donc, vous avez là, aujourd'hui, réunis dans ce club auto, des spécialistes éminents, qui, je pense, vont vous éclairer beaucoup mieux que je ne peux le faire. Mais ce que je voulais faire dans cette introduction, attirer votre attention. Nous avons aujourd'hui un momentum, une espèce de convergence de forces qui fait que si un certain nombre d'entrepreneurs qui sont dans cette salle ou qui sont dans vos relations pensent qu'ils pourront passer à travers ceci, nada, comme on dit. Nous serons obligés. Et je terminerai là-dessus. Vous savez que le grand combat de la FIEV, et c'est pour ça que je demande à avoir un esprit militant, et j'encourage tous ceux qui ne sont pas membres de la FIEV à venir nous rejoindre, ou à l'intérieur, ou en partenariat, parce que la France, ce qui me préoccupe, je ne suis pas préoccupé des grandes sociétés comme Valeo, Bosch, Schaeffler, Forvia, etc. Les grosses sociétés trouveront des solutions parce qu'elles ont une implantation mondiale, etc. Mais elles trouveront des solutions pas forcément sur le territoire national. Et ce qui me préoccupe le plus pour vous tous, c'est la capacité de la compétitivité du site France, parce que nous sommes tous en capacité à pouvoir ouvrir une usine en Tchéquie, ou d'ouvrir une usine au Mexique, ou d'ouvrir une usine en Chine, ou d'ouvrir une usine au Vietnam ou en Malaisie, etc. Et ça ne fait pas de l'industrie. Or, vous savez comme moi, et ça sera ma conclusion, j'en ai discuté pas plus tard que lors de la signature du contrat stratégique de filière avec M. Bruno Le Maire et M. Lescure, le problème que nous avons, c'est d'avoir de l'emploi en France. On a fait une politique économique basée dans ces dernières décennies essentiellement sur la consommation, en pensant que c'était la consommation qui allait tirer la croissance. On vient de se rendre compte que c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est un peu des deux. Il faut avoir une politique industrielle
et une politique, je dirais, économique de consommation. Mais ça m'entraînerait beaucoup trop loin sur un débat économiste qui serait très intéressant à avoir. Mais j'ai passé un peu le temps. Et M. Christian Janson, encore 1000 fois merci. Je vous prie de m'excuser, je ne pourrai pas participer à vos débats dans la mesure où là, il faut que je parte à l'aéroport. Mais je voulais absolument faire l'introduction de ce club auto avant d'aller voir Sainte-Sophie, la tour de Galata et le Bosphore. Voilà. Bonne journée à tous. Ça m'a fait très plaisir de vous revoir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à certains clubs auto, auxquels j'espère peut-être que les vieux seront encore invités. On verra. Merci. On verra, mais le rendez-vous est pris. Merci, Claude. Viens à côté de moi. Tu sais ce que je vais faire maintenant? Il y en a qui s'y marrent déjà. Un selfie. Je vous ai mis derrière vous. Ah, le selfie, s'il vous plaît. Pourquoi tu le tournes pas dans l'autre sens, ton truc? Parce que j'y arrive pas. J'ai le poignet bloqué. Voilà, excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps, et c'est un vrai plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Claude, pour cette introduction. On avait prévu que ça déborderait un petit peu, donc c'est conforme. Par rapport au programme de la journée, pardon, je ne me suis pas présenté, donc Thierry Parère, je m'occupe des opérations industrielles et techniques à la FIEV. Programme de la matinée, donc on va rentrer dans le vif du sujet de l'empreinte carbone avec une présentation un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui aux Nations Unies, à l'Europe, et puis ce que nos constructeurs favoris nous concoctent. Donc aujourd'hui, on fait partie de groupes communs pour aborder les sujets d'empreinte carbone. Et ensuite, on aura une table ronde autour d'équipementiers pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et des préoccupations, sensibilités équipementiers. Donc, vous verrez ça au fur et à mesure. Voilà simplement en termes d'organisation de la réunion. Donc, après chacune des séquences, on aura une séquence de questions-réponses. Donc, dans la salle, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un petit bouton juste devant vous pour actionner le micro et puis pour que la caméra pointe sur vous. Et puis, comme on a du monde à distance, ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à poser dans le fil de la conversation des questions. On les reprendra pour pouvoir les commenter en direct. Dans tous les cas, il y aura des réponses à toutes les questions après la séquence. Et puis, effectivement, il n'est pas inutile de rappeler qu'on est dans le strict respect des règles de concurrence. Donc, effectivement, si quelqu'un estime qu'il y a une dérive, qu'il alerte au cas où. Mais je n'ai pas de doute, il n'y en aura pas. Donc, je passe la parole à Emmanuel et Sophie pour la partie réglementaire, ce qu'on a aujourd'hui déjà sur les écrans et puis ce qui nous attend, et puis avoir une vision de Renault et de Stellantis par rapport à leurs attentes futures. Mesdames. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer cette première partie là pour vous faire un panorama en fait des réglementations existantes sur l'empreinte carbone qui va toucher l'automobile. On a repris en premier en fait la partie européenne, puisqu'avec le Green Deal européen, en fait, l'Europe pousse fortement des réglementations qui vont nous impacter. La première, ça va être la directive sur les batteries. On va avoir l'obligation à partir de l'année prochaine de déclarer l'empreinte carbone des batteries mises sur le marché. On a remis quand même en première ligne un petit clin d'œil à la France qui avait aussi mis en place depuis l'année dernière, vous en avez entendu parler, le bonus écologique avec un score environnemental qui est basé sur l'empreinte carbone amont de la fabrication des voitures. Et puis vous voyez que d'autres réglementations arrivent. Le café, il est déjà écrit en fait dans la réglementation, donc pour les émissions à la sortie du pot d'échappement, donc seulement à la partie usage. Cette réglementation sera mise à jour à partir de fin 2025 pour prendre en compte l'ensemble du cycle de vie et pour qu'on ait une obligation donc, de déclaration d'empreinte carbone de la voiture entière sur l'ensemble de son cycle de vie à partir donc, de mi-2026 de façon volontaire et on voit à peu près à partir de mi-2028 de façon obligatoire. Et puis vous voyez que d'autres
réglementation arrive aussi et pousse. Vous avez entendu parler de la CBAM, c'est le Carbon Border Adjustment Mechanism, donc la partie cette fois-ci de taxes de carbone sur les matières que l'on va importer à l'extérieur de l'Europe, qui arrive aussi et qui se met en place déjà. On a une déclaration volontaire déjà depuis fin de l'année dernière. Et puis d'autres directives telles que celles sur les déclarations sur tout ce qui est développement durable, avec un rapport obligatoire, qui vont introduire notamment par exemple la biodiversité, donc pas seulement l'empreinte carbone, mais la biodiversité. Et puis un petit clin d'œil aussi après par rapport à la Chine. Donc ça, c'est un scénario. Aujourd'hui, c'est pas encore écrit dans les textes, mais on voit que la Chine va aussi impacter le véhicule avec une déclaration qui devrait arriver à partir de mi-2026 pour les voitures. Donc ça, c'était le panorama réglementaire qui arrive en Europe. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que d'un point de vue réglementation ou normatif, il n'existe pas aujourd'hui de référentiel sur l'analyse du cycle de vie du véhicule en termes notamment d'empreinte carbone. Ce qu'on a remis ici, en fait, c'est qu'il existe une multitude d'initiatives au niveau international où ont été écrites des propositions de référentiels pour faire une analyse du cycle de vie. On a zoomé sur une sur laquelle on participe, notamment donc Sophie et moi, donc les groupes Prono et Stellantis, qui est celle des Nations Unies, qui s'est ouverte déjà depuis 2 ans et qui est un travail justement pour définir quelle est la méthodologie de calcul d'une empreinte carbone d'une voiture de façon internationale. Donc c'est sur celle-là qu'on va miser, on va dire, et qu'on espère voilà, influencer par rapport à ce qui avait été fait, et notamment, vous voyez, le petit drapeau français, puisqu'on avait travaillé ensemble au sein de la PFA, de la plateforme française automobile, pour décrire la méthodologie d'une analyse du cycle de vie. Je vais laisser Sophie maintenant rentrer plus en détail sur cette partie Nations Unies. Merci Emmanuel. Donc effectivement, les travaux qui sont engagés dans le cadre des Nations Unies sont particulièrement importants parce qu'ils vont permettre à l'échelle mondiale de décrire une norme permettant de prendre en compte toutes les hypothèses de calcul pour définir une empreinte carbone d'un véhicule basée sur le principe de l'analyse de cycle de vie. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le résultat en fait qui est attendu des travaux des Nations Unies. Donc, c'est d'établir un guide méthodologique. Ce guide méthodologique, il pourra être utilisé ensuite par les États ou les régions qui le souhaitent pour faire une normalisation, éventuellement pour réglementer, ce qui pourrait être le cas de l'Europe, qui pourra utiliser justement ce guide dans le cadre de la réglementation qui est déjà inscrit dans la réglementation CAFE que décrivait Emmanuel. Ce que vous voyez en dessous, ce sont les participants à ces travaux au niveau des Nations Unies. Et donc, ce que vous notez, c'est que effectivement toutes les régions du monde sont impliquées. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, ce guide méthodologique devrait être repris, donc ce qui va quand même faciliter les choses dans le cadre des échanges et dans le cadre des calculs qui pourraient être faits sur les différents produits automobiles. Vous voyez aussi que des associations professionnelles participent. Stellantis et Renault en particulier participent au nom de l'OICA, qui est notre organisation internationale des constructeurs automobiles. Mais vous voyez d'autres organismes et d'autres associations non gouvernementales aussi qui participent. Alors, comment sont structurés ces travaux? C'est ce qu'on va regarder un peu plus en détail, puisque finalement, ce sont les travaux les plus importants aujourd'hui auxquels on participe. Donc, il y a différents groupes de travail qui ont été définis, qui suivent en fait le cycle de vie du véhicule. On les a structurés de manière à suivre depuis la production des matières premières jusqu'à la fin de vie. Et dans ces différents groupes de travail, vous voyez qu'il y a des pilotes qui sont donc des différentes régions du monde. Et donc avec Emmanuel, on participe dans ces différents groupes avec d'autres collègues et d'autres participants de l'OICA pour suivre ces travaux méthodologiques auxquels nous on participe aussi pour pousser les travaux qu'on a menés dans le cadre français, dans le cadre de la plateforme automobile. Alors quels sont les principaux éléments qui structurent ces travaux et ce guide méthodologique? Donc, vous retrouvez sur la ligne du cycle de vie du produit les différents groupes de travail. Un des premiers éléments qui a fait l'objet d'un premier consensus a été de définir ce qu'on appelle des niveaux de réalisation de l'empreinte carbone. Ces niveaux, en fait, ils sont liés au niveau de précision
qu'on va donner aux différents éléments que l'on va collecter pour faire l'empreinte carbone. Et donc, il y a un niveau 1, par exemple, qui est d'avoir, par exemple, un bilan masse-matière moyen d'une voiture, peut-être pas une voiture donnée d'une marque, jusqu'au dernier niveau qui est d'avoir de manière très précise toutes les données de composition de la voiture et y compris toutes les données d'empreinte carbone qui ont été collectées sur toutes les pièces de la voiture. Donc vous voyez, il y a une structure selon ces niveaux. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est de dire que les études qui sont menées sur différents niveaux ne peuvent pas être comparables. On ne peut pas comparer les résultats d'une empreinte carbone sur un niveau 1 qui est très générique, très moyen, avec des données moyennes de base de données, avec une empreinte carbone calculée sur un dernier niveau qui serait réalisée grâce à l'ensemble de la collecte des infos primaires de la structure industrielle de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Il y a ensuite, bien entendu, beaucoup d'autres discussions en cours. Les travaux ne sont pas encore terminés. Vous l'avez peut-être vu sur ce qu'a montré Emmanuel. Les travaux sont supposés être publiés en 2025, donc il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours de discussion. Parmi les plus importantes, l'unité fonctionnelle, parce que évidemment, pour calculer l'empreinte carbone, il faut établir l'usage qui va être fait de la voiture. Donc ça veut dire quelles sont les données d'usage que l'on va considérer, quelle est la voiture représentative que l'on va prendre en compte. Ensuite, il y a des items très méthodologiques. Quels vont être le type d'allocation que l'on va utiliser dans le cadre de ces calculs. Quelles sont les données sources? Entre les différents niveaux, on peut utiliser des données secondaires venant de bases de données. Quelles sont les bases de données que l'on va considérer, comme robustes? Comment collecter aussi des données primaires? Comment modéliser un système énergétique? Comment est-ce que l'on prend un système dynamique où on projette aussi l'électricité, par exemple, qui va être utilisée sur un véhicule électrique pendant toute sa durée de vie? Donc, il y a encore beaucoup de questions méthodologiques qui sont en cours de discussion, y compris la fin de vie, où il y a aussi beaucoup de discussions sur la façon de prendre en compte la fin de vie si on accorde, par exemple, des crédits lorsque l'on remet sur le marché des matières qui ont été recyclées. Donc, tous ces éléments sont discutés dans les différents groupes de travail. Alors, pour conclure maintenant sur les travaux que nous menons dans nos différentes entreprises et les stratégies que l'on a mis en place. Donc, côté Stellantis, on s'est engagé dans une trajectoire de décarbonation pour un carbone net zéro en 2038. La target, donc par rapport à une référence de 2021, avec une target intermédiaire en 2030 qui est d'être à moins 50% par rapport à cette référence, avec différents éléments qui sont structurés au sein de l'entreprise entre nos activités propres et puis les activités sur la chaîne de valeur. Ce qui est à retenir, c'est que par rapport à cet engagement qui a été pris, nous avons défini une liste de pièces prioritaires sur lesquelles nous avons déjà engagé une demande d'information et des cibles d'empreinte carbone sur ces pièces prioritaires dans le cadre des consultations sur les différents projets qui sont concernés. Donc certains d'entre vous ont probablement déjà reçu des demandes de la part de Stellantis. Ces demandes font partie du critère de choix lié aux fournisseurs et à la pièce. Donc c'est aujourd'hui officiellement pris en compte dans les sourcing tables et donc c'est un processus qui est déjà engagé et déployé sur l'ensemble des véhicules du groupe au niveau mondial. Voilà pour les travaux qui sont engagés par Stellantis et je laisse la parole à Emmanuel pour la suite et les travaux de Renault. Alors, même principe que Stellantis, l'engagement du groupe Renault donc envers la décarbonation. C'est un engagement d'être net zéro à l'horizon 2050 au niveau mondial et déjà 10 ans avant, donc 2040 au niveau européen, avec aussi une annonce par rapport à la marque Ampère pour être du coup net zéro dès 2035. Pour arriver à ces objectifs de décarbonation, une cible a été mise en 2030, donc même principe que le groupe Stellantis, avec des objectifs sur l'ensemble du cycle de vie, donc aussi bien sur la partie usage que sur la partie
bien sûr manufacturing chez nous, dans nos propres usines, mais aussi sur toute la partie supply chain, donc tout l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de nos fournisseurs. Et donc le zoom que je ferai là sur cet engagement, c'est vraiment le moins 30% de CO2 sur du coup l'ensemble des matières et des pièces que l'on va acheter pour faire nos véhicules. Même principe aussi, on est parti auprès de nos fournisseurs avec une demande donc de déclaration d'empreinte carbone sur nos pièces, pas sur 100% des pièces, mais sur des pièces ciblées et celles qui représentent la majorité de l'empreinte carbone de la voiture. C'est aussi rentré donc dans les RFQ et des projets ont été ciblés. Donc on n'a pas fait 100% de toutes nos voitures et nos voitures série, mais c'est bien les projets à venir qui vont sortir en 2027, 28 et 30 qui sont ciblés avec le même principe que Stellantis. Si du coup on rentre maintenant dans cette demande-là, on demande aujourd'hui donc la déclaration de l'empreinte carbone, c'est de façon basique, via des fichiers Excel aujourd'hui. Ce fichier de déclaration, il a été travaillé au sein de la PFA, donc logiquement, les deux fichiers que vous recevez, le vert côté Renault ou le jaune côté Stellantis, c'est exactement les mêmes types d'informations demandées, la déclaration suivant le scope 1, 2 et 3 du GHG protocole. Par pièce, donc ça c'est le même principe. Et ce qu'on vous a remis ici aussi, c'est qu'on suivait, aujourd'hui on démarre avec ce type de tableau Excel, on suit bien sûr les travaux qui sont faits aussi bien côté Catena-X ou côté IMDS pour cette déclaration d'information, pour que ça rentre dans des systèmes informatiques plus robustes que juste du fichier Excel Microsoft. Et pour finir, du coup, on avait travaillé déjà au sein de la PFA pour justement mettre en place des guides méthodologiques qui vont expliquer en fait cette déclaration d'empreinte carbone, quels sont les périmètres, qu'est-ce qu'on déclare ou qu'est-ce qu'on ne déclare pas. On a aussi mis en place base de données, un fichier Excel avec des facteurs d'émission pour les matériaux ou pour les process de fabrication, si vous n'avez pas accès à certains, par rapport à des bases de données qui seraient payantes, par exemple, ou des bases d'analyse du cycle de vie. On a mis en place donc voilà ces deux documents, un guide méthodologique et puis un fichier Excel avec des facteurs d'émission qui vous permettent de creuser plus si vous n'avez pas ces informations. Des webinaires avaient déjà été faits en 2022, en 2023 sur l'empreinte carbone. Et on a aussi, après, chacun dans nos entreprises, des kick-offs qui sont faits auprès des fournisseurs pour expliquer et s'entendre pour parler le même langage en termes d'empreinte carbone. Voilà. Merci beaucoup pour vos explications très claires. Donc, on voit bien la convergence qui provient déjà des Nations Unies, ensuite la réglementation, et puis comment on s'organise au niveau de la filière automobile française, à la fois constructeur et équipementier, par rapport à de la méthodologie et de l'explication, puisque effectivement, on le verra plus dans le détail, c'est vraiment un travail en commun qu'on fait, et le fameux fichier Excel, qui est un grand moment de l'histoire de l'informatique, va nous être très utile. Alors peut-être qu'il faudra l'automatiser un jour ou autre, mais il va nous être très utile parce qu'il va être il est à la disposition de tous. Donc ça, c'est très important. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'engager une séquence de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, appuyer sur le bouton si vous êtes en salle. Donnez votre nom, votre société d'appartenance et posez votre question. Oui, Christian. Je n'ai pas une question, je voudrais simplement qu'on applaudisse ces dames pour leur expertise, s'il vous plaît. Merci, Christian. Des questions dans la salle? Ou à distance, puisque... Ah oui. Voilà, très bien. Ouais. Jean-Baptiste Abillois, je suis directeur environnement du groupe Parsolding Europe, donc qui est distributeur de pièces de rechange. Moi, j'avais une question. Vous, comment vous voyez, en tant que constructeur, la maturité de vos fournisseurs sur ces thématiques d'ACV? Moi, quand j'ai rejoint récemment le monde de l'automobile, et ces thématiques d'année cycle de vie, moi, je viens du monde du matériau de construction. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus mature sur pas mal de sujets. Et j'ai pas mal appelé d'amis dans mon école, etc. Je me suis rendu compte, c'est étonnant en fait. J'ai eu l'exemple d'Alstom. On m'a dit Alstom, il y a un département ACV avec 40 personnes et maintenant ils appellent l'offre de train en Europe. C'est tellement important dans la note en fait, l'empreinte carbone de production du train au-delà de la consommation qu'ils ont mis énormément d'efforts.
mais que si dans le reste de l'industrie, c'est encore, il y a une complexité, il y a une vraie montagne à gravir en plus de tout ce qu'il y a à faire par ailleurs. Et je ne sais pas vous comment le voyez, parce que même après un Valeo, un Bosch, lui, il a une chaîne de fournisseurs un peu infinie, depuis la mine de plomb jusque la batterie au plomb. Comment vous évaluez ça, vous, dans toute la chaîne de valeur en amont de vous? Il y a effectivement, par rapport au secteur, le bâtiment qui est plus en avance que les transports, qui a pas mal travaillé, qui a défini des référentiels et qui avance par rapport à ça. Le transport, ça se met en place maintenant, petit à petit, effectivement, d'où le fait qu'on ait besoin de former, d'expliquer, et on sent bien qu'effectivement les grosses entreprises, Valeo, Bosch, on va pas toutes les citer, on commence à avoir des structures, ont des personnes qui déploient, ont pris des engagements comme toutes les entreprises du CAC 40. Maintenant, quand on descend dans les plus petites entreprises, ça devient plus compliqué. On a aussi le manque d'harmonisation, ce qu'on vous a montré ici, là, qui est clair et net. Et donc, aujourd'hui, chacun déploie avec sa propre compréhension d'une norme ISO sur l'ACV, qui est aussi bien applicable à un téléphone, un crayon, un t-shirt ou à une voiture. Donc, vous voyez l'ampleur des interprétations possibles par rapport à cette norme ISO. Et donc, il y a vraiment ce besoin de transversalité, d'harmonisation pour avoir un référentiel automobile, pour qu'on puisse tous ensuite parler avec le même langage et qu'on puisse se comprendre et avoir les mêmes limites aux frontières du système et se déployer. Après, Sophie, je ne sais pas si tu veux compléter. Si je peux me permettre de compléter, c'est harmoniser, éduquer donc dans le déploiement, effectivement, pour qu'on puisse l'intégrer effectivement dans nos process. Mais à tous les niveaux de la supply chain. Donc, comme le disait Claude Cham, du plus gros au plus petit. Donc, ça demande du temps. Oui. J'ai une question en ligne. Dans un niveau 4 de précision côté constructeur, la donnée primaire est donnée par le fournisseur. Cependant, y a-t-il une notion de niveau également de la donnée primaire calculée par le fournisseur? Quelle granularité de détail dans le calcul est attendue? Des grandes masses, comment le faites-vous de votre côté et comment est contrôlé ce calcul? On a 2 heures. C'est Antoine Gris. Alors, la définition et le processus qui devrait permettre d'atteindre le niveau maximum 100% de données primaires, pour être très honnête, il n'a pas été totalement défini. Et le processus qui permet de collecter 100% des données, il n'est pas non plus totalement défini. Donc c'est un processus qui va prendre un peu de temps, hein, c'est ce qu'expliquait aussi Emmanuel. Il va falloir pour ça avoir aussi des systèmes d'information qui permettent d'obtenir en cascade l'ensemble des données collectées. Et ça fait partie aussi de la question, il faudra aussi pouvoir mettre en place des systèmes de vérification et d'audit. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Donc la première étape, c'est au moins d'avoir un système de calcul qui soit harmonisé et que le calcul soit fait de la même manière à toutes les étapes de la chaîne de fabrication. Et ensuite, on mettra en place probablement, on verra de quelle manière, mais des systèmes de vérification ou des calculs pour permettre de robustifier l'ensemble de ce cascading. Mais bon, on démarre pour l'instant petit à petit ce processus. Merci beaucoup. Une autre question, Clotilde, peut-être à distance? Christophe, mais tu es là? Donc, on prend la question en présentiel alors, de Christophe. Alors, je voulais réagir à ce... Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour à tous, Nicolas Saint-Cyr de la société Energy NC. Donc, nous, on est éditeur d'un logiciel de traitement de données dédié à la performance énergétique. Et je voulais réagir à ce que vous venez d'exprimer, qui me fait faire un constat, hein, c'est que finalement, la partie émission de CO2 est une résultante et une analyse de données à partir de données qui sont bien souvent déjà existantes dans l'industrie. Nous, ce qu'on remarque, c'est que moins de 5% des données sont valorisées dans les usines. Il y a un vrai enjeu, je pense, à décloisonner et à valoriser le mieux possible les données qui sont existantes. Alors, on voit aujourd'hui que des outils et des systèmes se mettent en place avec du Excel au centre des analyses. Voilà, il y a un vrai enjeu de passer. On parle beaucoup de 4.0 et en fait, dans la filière de l'automobile, on nous dit régulièrement, nous, on est plutôt à l'étape 0.4. Donc, passer du 0.4 au 4.0,
Voilà, il y a des outils qui existent. La filière de la data et de l'analytique s'est organisée, notamment sur l'énergie. Et par extension, on est tout à fait capable de le faire sur le CO2. Voilà, c'est juste une réaction à ce que vous venez d'exprimer. Et c'est passionnant de voir que la filière automobile s'organise autour de ces sujets-là. Merci beaucoup. Une autre question ici. Ça marche. Cédric Guillouet, Compagnon. J'avais une question. En fait, vous avez dit que vous intégriez la partie carbone dans vos appels d'offres. C'est quoi le poids, en fait, dans l'attribution d'un business? Comment vous la valorisez? Est-ce que vous la valorisez économiquement ou est-ce que c'est uniquement du qualitatif par rapport à des référentiels que vous avez? Pour le moment, chez Renault, c'est du qualitatif. On demande l'information, on regarde le comparatif, on analyse les retours. On ne l'a pas mis encore dans le calcul d'une green NPV, si on peut l'appeler comme ça, enfin, on a calcul d'une valeur du produit avec la partie empreinte carbone. C'est ce qu'on souhaiterait faire, mais vu pour l'instant le fait qu'on ait à récupérer cette information, qu'elle soit bien comparable, c'était un des échanges qu'on a eu avec les équipementiers au sein de la PFA, hein, qu'on soit sûr que ça soit bien comparable et qu'il n'y en ait pas un qui a oublié quelque chose. Pour l'instant, on le prend comme information et on regarde les valeurs. Voilà. On n'a pas encore mis comme critère discriminatoire. On est en train, ce qu'on a mis, par contre, ce qu'on s'est mis au sein de chez Renault, c'est des objectifs par voiture. Ça, par rapport à notre stratégie de décarbonation du groupe Renault, on a mis des cibles par véhicule. Mais ça, c'est des cibles Renault internes qu'on a mis. Et donc, on va essayer, bien sûr, de suivre avec les retours fournisseurs et voir si on atteint ses propres cibles. Mais pour l'instant, on n'a pas... L'objectif que je vous ai montré, c'est le moins 30% aujourd'hui qui est générique pour l'ensemble des pièces et matières pour 2030. C'est cet objectif qu'on demande. Donc aujourd'hui, on peut résumer parce que c'est du déclaratif et pas forcément du contraignant. Alors, je complète aussi pour la partie Stellantis. Donc, on ne valorise pas économiquement la valeur de l'empreinte carbone qui est déclarée. Ça fait partie du critère de choix. Donc, c'est mis en balance de l'ensemble des autres informations. Mais il n'y a aujourd'hui pas de valorisation économique non plus qui est faite de cette déclaration. Une dernière question? Oui. Oui. Bonjour Emmanuel Bichef-Cluzel, Capgemini. À un moment donné, vous avez mentionné Catena-X, c'est un système qui est utilisé par des constructeurs allemands. Est-ce que vous réfléchissez à l'utiliser aussi? Qu'est-ce que vous imaginez pour passer à l'échelle, justement, par rapport à ce fichier Excel? Voilà, vu la remarque de monsieur tout à l'heure, là, on est effectivement pour l'instant dans un côté Renault, en tout cas, dans un moment où on fait l'état des lieux de tout ce qui existe, parce qu'effectivement, on sait très bien qu'à part Excel, il y a quand même plein d'autres choses qui existent qui sont plus simples, qui permettraient d'être plus simples et plus faciles ensuite à analyser. Donc, on est plus sur un état des lieux, en fait, des outils qui existent aujourd'hui, et ça foisonne de partout. Donc, il y a une kyriade d'outils possibles vendus par plein de monde. Donc, Catena-X est fortement poussé par les Allemands. Donc, on a aussi regardé par rapport justement à nos échanges à la CEA avec les constructeurs européens. Mais voilà, on s'est pas engagé encore dans Catena-X côté Renault. On regarde et on espère que oui, d'ici un an, on aura peut-être choisi. On verra comment, au sein de tous les constructeurs, il faut qu'on ait aussi quelque chose de commun. Comme on avait travaillé au sein de IMDS pour les substances il y a 20 ans, c'est maintenant comment on intègre l'empreinte carbone et peut-être demain comment on va intégrer l'eau, comment on va intégrer l'acidification, d'autres impacts environnementaux. Donc là, on démarre, on est plus sur un état des lieux pour le moment, on n'a pas encore un choix définitif. Donc, même situation pour Stellantis, on regarde les systèmes qui existent. Il est quand même important de noter qu'on a des travaux qui sont en cours au niveau d'IMDS pour intégrer donc un calcul d'empreinte carbone qui prenne en gros le même chemin que le chemin qui est pris quand on collecte les informations de composition, masse, matière et substance des pièces. Et ce qui est important aussi, c'est que la méthode de calcul qui a été considérée par IMDS se base sur le guide Catena-X pour essayer d'avoir au moins un premier niveau d'harmonisation. Alors évidemment, ce niveau d'harmonisation, il sera complété des travaux des Nations Unies. Mais il y a déjà aujourd'hui au sein du secteur automobile déjà une application d'un guide méthodologique via IMDS. Ensuite, on verra quel système effectivement sera le plus à même de répondre aux besoins de la filière. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose, alors si vous avez des regrets sur les questions, n'hésitez pas à les poser sur le Teams ou après la séquence avec vos interlocuteurs. Je vous propose qu'on bascule sur la deuxième partie. Donc, il y a une partie table ronde. Donc, j'invite
les participants à la table ronde. Donc j'invite les participants à la table ronde, donc Adèle, Pierre, David et Andreas, à prendre place. Donc vous avez vu que la démarche que la démarche est globale à toute la filière et effectivement les équipementiers sont vraiment partie prenante sur le sujet. Et en fait, au regard des questions aussi et ce que les constructeurs posent aussi, dans les RFQ, on parle de déclaratif aujourd'hui, on imagine que ça ne va pas s'arrêter là. Les questions vont tourner autour des enjeux. Donc on va voir comment on le décline sur l'ensemble des équipementiers et au sein de la PFA, et nous faisons partie du tour de table. Les enjeux, c'est bien une démarche vertueuse, c'est ce qu'il faut se rappeler. Bon, Claude l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le choix, c'est vraiment quelque chose de vertueux, mais aussi ça relève... Merci. Ça relève du challenge économique. On sait tous que va falloir mettre quelques euros, quelques arbitrages, et la question sera où est-on prêt à aller? C'est-à-dire que effectivement, à un moment donné, le prix de l'euro à l'empreinte carbone, je ne sais pas comment on pourra le dire, mais il y aura sûrement une toise à se définir. Et aussi garder cet aspect concurrentiel, j'allais dire, entre... donc ici, on est équipementier France, mais il y a des groupes internationaux, mais effectivement, de par le monde, comment maintenir nos activités au meilleur niveau de concurrence par rapport à l'ensemble du monde. Les principaux leviers, donc vous en avez tous en tête. Il y a de l'énergie verte, il y a comment je bascule du gaz à l'électricité sur certains process énergivores, l'utilisation des matériaux recyclés, biosourcés et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses qui seront les leviers qui seront devant nous. Et c'est ce qu'on va commencer à aborder dans notre groupe de travail, en particulier sur le GT Carbone FIEV, mais aussi avec les constructeurs. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde ce qui se réalise actuellement. Je vais commencer peut-être par Pierre. Donc Pierre, vous êtes chez Valeo et vous êtes aussi pilote du groupe à la PFA, du groupe Analyse cycle de vie, donc qui anime un petit peu tout ce travail autour de la construction de la base de données. Donc, est-ce que vous pourriez me préciser quels sont les objectifs de ce groupe? Merci Thierry, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, copilote, on va dire, avec Sophie et Emmanuel. Je voudrais dire quelques mots sur la méthode. Donc, elles en ont parlé. L'objectif, je le rappelle, c'est d'avoir la possibilité de réduire l'impact environnemental. On parle aujourd'hui surtout de CO2, d'accord? Et quand on dit réduire l'impact environnemental, ça veut dire pouvoir prendre des décisions, faire des choix qui, in fine, iront dans le bon sens. Une des choses importantes, c'est qu'avec les mêmes données d'entrée, si vous avez le même produit, que vous faites la même chose dans la même usine, on obtienne la même donnée de sortie. Et je prendrai quelques exemples pour vous montrer que la méthode impacte sur le résultat. Si je reviens un petit peu en arrière, ou dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de voitures thermiques. Donc voitures thermiques, l'impact environnemental, l'impact CO2, c'est principalement le CO2 qui sort du pot d'échappement. Donc on mesure la consommation de carburant du véhicule et on obtient le résultat. C'est une mesure. Dans le monde de demain, une voiture électrique, il n'y a plus rien qui sort du pot d'échappement, il faut évaluer. On n'est plus dans de la mesure, donc on est dans de l'évaluation, et donc il faut trouver une méthode qui permette, à partir de données objectives d'entrée, la masse des composants, les process utilisés, l'énergie dans les process, etc., d'avoir la donnée de sortie que l'on souhaite obtenir. Et dans les exemples que je voudrais partager avec vous, on a parlé de matériaux recyclés, et imaginons que si on prend le cas de l'aluminium, un aluminium primaire issu des mines, la bauxite, c'est entre, disons, autour de 10 à 20 kg de CO2 par kilo d'aluminium.
D'accord ? Si on prend des déchets d'aluminium et qu'on les fait fondre dans un four et qu'on obtient des lingots secondaires, cette fois-ci, on va plutôt être de l'ordre de 1 kg de CO2 par kilo de lingots d'aluminium. Donc il y a un crédit d'une dizaine de kilos, si on prenait 11 et 1, il y a un crédit de 10 kg de CO2 à répartir entre ceux qui vont utiliser la matière recyclée et ceux qui vont permettre qu'elle soit utilisée parce qu'ils ont une conception plus avancée qui permet de démonter, etc., trier plus facilement, par exemple, et enrichir la filière de contenu qui sera recyclable. Alors, la méthode va définir comment on répartit ces 10 kg de CO2 entre ces deux acteurs. Est-ce qu'on donne tout à celui qui utilise ? C'est par exemple la méthode cut-off qui est favorisée aujourd'hui dans l'industrie automobile européenne, ou est-ce qu'on partage la CFF, une formule un peu complexe qui a été proposée par l'Europe, permet des partages entre 20-80, 80-20 ou 50-50. Et mon objet aujourd'hui, c'est de partager avec vous et de vous faire comprendre que cette méthode, qui un jour sera écrite en dur dans un texte de loi qui s'appliquera à tous, va impacter et favoriser des développements. On suivra la méthode, on comptera d'une certaine manière, et du coup, on sera tenu d'eux, et ça favorisera l'utilisation de recyclés ou la conception pour mettre et l'économie circulaire derrière ou d'autres choses. D'accord ? Un autre sujet qui est souvent débattu, c'est l'électricité. Je fais l'effort dans mon usine d'acheter de l'électricité renouvelable. Est-ce que je la compte pour mes produits ou est-ce que je prends la moyenne de mon pays ? C'est un sujet. On ne va pas le débattre aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais un jour, il y aura une décision et on dira on compte de cette manière. Et une fois qu'on aura décidé ça, les dés seront d'une certaine manière jetés. Donc aujourd'hui, au sein de la PFA, mais comme l'ont montré aussi Emmanuel et Sophie, à différents niveaux, jusqu'au niveau mondial, il y a des échanges, des discussions sur les différentes options pour converger, s'aligner, trouver une méthode. Donc au sein de la PFA, on a, je dirais, à notre humblement, on s'aligne entre les Français en discutant, en échangeant qu'est-ce qui serait plus favorable. Est-ce qu'on essaye de donner des crédits sur quelque chose qui va se passer dans 15 ans, à la fin d'une vie de la voiture? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il vaut mieux favoriser ce qui se passe aujourd'hui? Je vais utiliser de la matière recyclée. Donc c'est de cette manière-là qu'on essaye de contribuer en se positionnant et en alimentant aussi au sein des autres groupes de travail auxquels on participe, les positions sur lesquelles on a échangé. Donc ça, c'est pour la partie méthodo. Je vais aussi dire un mot ou deux, Sophie et Emmanuel l'ont évoqué, sur la base de données. Aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise sont des outils qui coûtent cher, des outils payants. Je parle des outils analyse de cycle de vie. C'est pour ça aussi qu'on a, pour des solutions et de facilité et de rapidité et économique, le souhait de développer des outils plus rapides sur des bases de feuilles de calcul Excel ou similaires, même si effectivement c'est pas la panacée. Et quand on utilise ces outils plus rapides, il nous faut des facteurs d'émission, le plus souvent aujourd'hui secondaires, c'est-à-dire issus de bases de données. Et au sein de la PFA, on a fait l'effort, dans un premier temps, de demander à Deloitte et dans un deuxième temps de l'enrichir par nous-mêmes, de définir et mettre à disposition une base de données avec des facteurs d'émission secondaires qui sont libres d'accès, donc gratuits, et qui nous semblent pertinents pour l'industrie automobile. Merci Pierre. Donc cette base de données, elle est documentée aussi par certains d'entre nous autour de table. C'est pas uniquement au sein de la PFA. Mais cette base de données, elle est figée. Est-ce qu'il y a des différentes évolutions? Comment vous voyez les évolutions? Alors, elle a bien sûr vocation à être mise à jour. Le monde change, donc les facteurs d'émission des différents matériaux, process changent. Elle a aussi vocation à s'enrichir parce que le facteur d'émission peut être européen, asiatique, chinois, japonais, américain, et donc c'est pas forcément facile de faire tout d'un coup. Donc d'une année sur l'autre, on va tâcher de mettre à jour d'une part les facteurs et les grandes associations type World Steel pour l'acier par exemple font le travail. Donc en fait la PFA ne fait que, on va dire, recenser les bonnes sources d'informations qu'on considère comme valides et mettre à jour le travail qui est réalisé par ces associations-là, et aussi enrichir de choses qui seraient manquantes
Si à un moment on se rend compte qu'il nous manque des zones géographiques importantes sur un matériau ou certains matériaux qu'on a pour l'instant, parce que ce n'est pas forcément les plus utilisés dans l'automobile, pas pris en compte, mais qui sont peut-être importants pour certains équipementiers ou certaines entreprises, on va essayer aussi d'enrichir. Donc on a intérêt à la documenter et à la faire vivre régulièrement. Merci beaucoup. Adèle, je me tourne vers vous. Vous travaillez chez Saint-Gobain Sécurité. Quelles sont aujourd'hui les priorités en termes de tracking, d'empreinte carbone dans votre groupe? Puis enfin, ouais. Alors les particularités de Saint-Gobain Sécurité, je dirais en termes de tracking d'empreinte carbone, c'est que nous avons pu bénéficier peut-être en amont, un peu en avance par rapport à ce qui nous est arrivé de la part des constructeurs, de l'expérience de notre groupe. C'est un groupe Saint-Gobain, donc dans le bâtiment. Grâce à cette avance, nous avons pu en fait rapidement monter en compétences pour créer des structures et créer nos propres modèles d'empreinte carbone par vitrage, d'abord par vitrage, puis par usine, puis par procédé de transformation. Donc ça, c'est voilà ce qui s'est fait 2020-2021. Et puis récemment, nous avons aussi donc continué cette inspiration du monde bâtiment en déployant des EPD. Donc après avoir défini une méthodologie par des PCR, déposer une EPD, donc ce qui correspond grosso modo à une analyse de cycle de vie reconnue par une tierce partie. D'accord, donc ça répond, c'est un complément à la réponse à la question de tout à l'heure. On essaie aussi de transversaliser et de s'inspirer d'autres secteurs par les opportunités de groupe. David, côté Gitect, quel est votre périmètre d'activité et vos priorités du moment? Bonjour à tous. Donc, le groupe Gitect s'est engagé depuis quelques années dans la décarbonation et on a senti, on peut le vent venir avec l'empreinte carbone, donc on s'y est intéressé. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour déjà comprendre un petit peu tous les besoins. Alors, Renault et Stellantis vous ont présenté leurs besoins, mais il y a d'autres constructeurs en Europe, il y a d'autres constructeurs dans le monde qui ont des besoins qui ne sont pas tout à fait identiques, ils peuvent être présentés de façon différente. Et nous, on a la particularité d'être aussi donc équipementier rang 1 par notre filiale sur les directions, mais aussi rang 2 sur nos roulements. Et donc, on a des tas d'autres clients qui expriment de façon plus ou moins différente leurs besoins. Donc actuellement, on a compilé un petit peu tout ça, on se tient à jour, et on a créé des fiches en interne et vis-à-vis de nos fournisseurs, sur lesquelles on a essayé de compiler un petit peu toutes les demandes, parce que une pièce n'est pas forcément pour Stellantis, Renault ou un autre. Donc, par exemple, avec le calcul de l'empreinte carbone, mais aussi les facteurs d'émission qu'ils utilisent, les taux de recyclage, parce qu'il y a la fameuse directive qui va sortir et qui va exiger d'utiliser un certain taux de recyclage de matériaux et aussi de recyclage issu de véhicules en fin de vie, des informations sur les transports, etc. Donc, nous avons créé ces feuilles de calcul. Ces feuilles de calcul, nous avons mis quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qui a été présenté tout à l'heure, des critères d'évaluation dessus pour savoir si on les juge pertinentes ou pas, ou quel est le degré de pertinence que l'on juge sur ces feuilles en fonction des informations qui sont dedans. Par exemple, est-ce que c'est des données primaires telles que c'est plus demandé, ou est-ce que c'est des données secondaires? Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, c'est l'utilisation des données secondaires. Nous, on va s'en servir pour deux choses. Un, pour toutes les informations où on n'a pas la donnée primaire, et typiquement les transports, typiquement les huiles de coupe, tout ça, pour avoir des données primaires, là, c'est impossible à ce jour, mais aussi pour vérifier les informations que vont nous donner nos fournisseurs. On a des fournisseurs qui nous ont sorti des chiffres miraculeux, de l'acier à moins de 100 grammes de CO2 par kilo. On a eu de tout. Donc, ces outils vont nous permettre de vérifier la pertinence des données, de compiler ces données,
On a mis un petit outil en interne qui permet de compiler tout ça et d'essayer de sortir une estimation de l'empreinte carbone des produits qu'on livre à nos clients et avec ça, de répondre à leurs demandes. Donc voilà un petit peu ce sur quoi on travaille, c'est vraiment soit en interne, soit vis-à-vis de nos fournisseurs, d'avoir ces données. Vis-à-vis de nos fournisseurs, je vais rajouter une chose, c'est qu'on n'envoie pas un fichier chez nos fournisseurs en disant « Cher fournisseur, merci de nous répondre sous 10 jours », mais on envoie un fichier évidemment avec tout un mode d'emploi qu'on a mis en place qui explique toutes les cellules du fichier Excel, où on dit aussi si vous avez un problème, vous contactez la personne responsable chez JTEC de ce sujet, c'est moi. Et généralement, ça se finit par une réunion d'une trentaine de minutes où on explique aux fournisseurs pourquoi on a demandé ça et qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on attend comme données et quel type de données et où est-ce qu'il va les trouver. Voilà. Et ça nous permet d'avoir des retours qui sont assez bons. Donc voilà un petit peu la position. Merci pour vos témoignages. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'on a mis en place à la FIEV un groupe de travail transversal, donc où l'ensemble, j'allais dire, du tour de table est invité pour partager justement ces expériences. Et puis, dans le cadre de la déclinaison de la méthodologie qui était mise en place par la PFA, il y a une annexe qui a été développée l'année dernière pour effectivement mieux l'appliquer à la sensibilité équipementier, et puis pour mieux répondre aux RFQ des constructeurs. Alors justement à ce propos, Andreas, donc vous faites partie de SNESI qui est adhérent à la FIEV, qui est une société d'ingénierie avec une place très particulière. Si vous pouviez nous en dire un peu plus. Oui, ça fonctionne? Oui. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, la SNESI, nous sommes une société d'ingénierie, non pas un industriel, fabricant de produits, comme certains autres adhérents de la FIEV d'ailleurs. Pour autant, nous sommes extrêmement engagés dans la filière automobile de longue date. Déjà, l'automobile représente plus de 80% de notre activité à SNESI. Et chez nous, la majorité de nos consultants sont des gens issus eux-mêmes du domaine automobile. Moi-même, par exemple, j'ai travaillé pendant 24 ans chez Renault avant de rejoindre SNESI. J'ai fait d'ailleurs, je me tourne vers Adèle, avec Saint-Gobain, nous avons fait une des premières ACV complètes sur du vitrage. La problématique, c'était de faire la comparaison sur le plan du bénéfice environnemental CO2 sur le cycle de vie complet entre du vitrage standard et du vitrage athermique, qui est plus cher à fabriquer, qui est un peu plus consommateur de CO2 à la fabrication, mais qui permet de réduire l'usage de la climatisation, puisque finalement on va davantage filtrer le rayonnement à l'interne de la cabine. Ce sont des études très complexes qui prennent beaucoup de temps. Cette étude, c'est la première, a mis une année pour vous donner un petit peu l'ordre de grandeur, mais c'est extrêmement riche et extrêmement vertueux. Donc effectivement, la SNESI, on essaye bien sûr de participer activement à ces différents groupes de travail, dont le GTCO2. Nous avons des apports de type expertise méthodologique, mais aussi et avant tout, pour nous, ces groupes de travail sont un lieu d'échange finalement, un lieu d'échange, de partage, de confrontation des idées. Ça nous permet, nous, en tant que prestataires de services, de bien comprendre quelles sont les préoccupations des adhérents et adapter éventuellement notre offre de services à ces différentes demandes. Voilà, alors le groupe empreinte carbone n'est pas une offre de service. C'est vraiment, on accueille vraiment tout le monde, donc c'est bien à la destination des adhérents, pas nécessairement des réunions d'experts. Aujourd'hui, vous avez des experts autour de la table, mais je sais que dans les adhérents, il y a des gens qui ne sont pas peut-être aussi pointus que d'autres. L'idée, c'est bien d'échanger les compréhensions, mettre en place des méthodologies ensemble. Et puis l'ordre du jour de ce groupe empreinte carbone, c'est vous qui le définissez, c'est à votre demande, et on peut avoir des sujets soit d'échange, soit des groupes de travail, donc avec des sujets à travailler. Exemple, ce qui a été proposé lors de la dernière réunion, c'est quel est le jeu des 7 erreurs entre le CBAM et MACF. Donc ça fait partie du prochain ordre du jour.
N'hésitez pas à vous inscrire via le site, mais on pourra le repréciser après. N'hésitez pas à proposer des sujets à l'ordre du jour. Tous les sujets sont bons à prendre. Voilà, donc Adèle, côté Saint-Gobain, moi j'ai trouvé que dans notre échange qu'on a eu précédemment, il y avait une expérience qui était intéressante, puisque quand vous êtes amené à déclarer une empreinte carbone du produit que vous livrez à nos chers constructeurs, vous êtes obligé aussi d'accompagner vos propres fournisseurs. Donc si vous pouviez nous en dire un petit peu plus. Oui, effectivement. En fait, on s'est vite rendu compte que pour affiner nos modèles, on ne pouvait pas se baser uniquement sur des bases de données génériques, et notamment pour les composants qui sont de plus en plus nombreux sur nos produits, puisqu'on va de plus en plus vers des systèmes. Donc, effectivement, c'est clé de pouvoir embarquer nos fournisseurs. Et le premier constat, 2020-2021, c'est que beaucoup de nos fournisseurs n'étaient pas sachants et n'étaient pas équipés pour répondre à ces demandes d'analyse de cycle de vie. Donc, on essaie de mettre en place une approche pragmatique, collaborative. Donc, bon, l'idée, dans un premier temps, c'est un peu 3 axes principaux, je dirais. Dans un premier temps, c'était évidemment de communiquer sur notre roadmap, d'échanger, de partager où on voulait aller ensemble, et puis de leur faire répondre à des questions simples pour pouvoir évaluer un petit peu, faire un état des lieux de leur maturité. Comme ça, on adapte un petit peu l'accompagnement en fonction de la maturité. Et le deuxième axe a été pour la collecte justement de ces analyses de cycle de vie. Certains avaient déjà initié la démarche, donc effectivement, ça a permis de l'accélérer. Et pour ceux qui n'étaient pas encore équipés, on a proposé en fait de faire des calculs estimatifs, comme on va dire les premiers niveaux de calcul sur la base donc de données simples que l'on collectait, que ce soit matière, masse, type d'énergie. Et on leur a proposé proactivement un calcul qui reste un calcul estimatif, mais qui a permis de dégrossir un petit peu et de les lancer dans la dynamique. Ça a été une démarche, je pense, qui a été très appréciée parce qu'ils ont pu en voir le bénéfice et voir notamment les axes de travail principaux pour améliorer l'empreinte carbone. Et le dernier axe était au niveau accompagnement pédagogique. On crée une formation sur l'analyse de cycle de vie dédiée à nos fournisseurs, donc des modules numériques disponibles digitalement. Et donc ça aussi, on a eu une réaction assez positive, puisque certains ont voulu déployer un peu plus en interne. Ça permet de parler le même langage. Voilà, c'est un petit peu l'accompagnement, le témoignage que je peux donner. Mais effectivement, c'est une démarche qui prend du temps. Donc mais c'est bien l'affaire de tous. Tout à fait, tout à fait. D'accord, merci. David, vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche là avec rang 1, rang 2. C'est une vie différente par rapport à l'empreinte carbone en étant rang 1 ou rang 2 ? Disons que ça permet d'avoir une vision un peu plus globale du marché. Donc rang 1, on a nos constructeurs qui nous posent directement la question avec les Excel orange, vert et d'autres couleurs en fonction d'autres. Mais quand on est rang 2 et on l'est par exemple sur des roulements, que ce soit dans l'automobile ou dans l'industrie, on a la vision de ce qui se passe un cran en dessous. Et donc là, c'est quand même surprenant dans certains cas. L'information ne redescend quand même pas beaucoup, je vais dire, au niveau du rang 2. Soit ils ne nous posent aucune question et donc on sait pertinemment qu'eux ont la question, donc ça veut dire qu'ils ont utilisé des bases de données, qu'ils ont dit voilà, un roulement, c'est temps. Il y en a quelques-uns qui posent la question, votre roulement il est fait où? Et puis ils pèsent quel poids, ça ils le savent. Mais voilà. Et puis il y en a quelques-uns aussi qui demandent un peu plus d'informations, voilà, le type d'acier, etc., etc., etc. Donc on a une vision complètement différente et on a des approches complètement différentes en fonction du tiers 1 que l'on a sur ce sujet. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très surprenant et de très enrichissant parce que ça permet de voir comment réagissent
les équipementiers rang 1 face à la demande qu'ils ont de leur constructeur. Globalement, on a quand même quelques infos qui ressemblent, les moins 40%, on les retrouve, des choses comme ça. Quelque chose qu'on ne retrouve pas, c'est il n'y a jamais personne qui se demandait notre roadmap à 5 ans pour réduire, parce que nous on le demande et là je ne l'ai jamais vu. On a eu un cas aussi assez rigolo, on a des fournisseurs qui sont aussi nos clients. Et donc, en tant que fournisseur, on leur a posé la question un jour, quelle est l'empreinte carbone? Ils ne nous ont pas répondu. Puis après, un jour, ils sont venus, ils ont dit, tiens, on est client, donnez-nous votre empreinte carbone. Et votre vision à 5 ans. C'est l'arroseur arrosé, oui. Donc, voilà un petit peu, ça permet d'avoir les deux approches. Ça marche. Et vous avez un périmètre international, je crois, sur 14 sites. Oui. On vit une vie différente quand on a des sourcings avec des pays différents? Oui, alors là on a quelques surprises aussi. Donc on a 14 sites en Europe et beaucoup dans le monde, et on a des fournisseurs un peu partout, et on a des fournisseurs qui répondent très bien, des aciéristes qui connaissent sur le bout de leurs doigts les empreintes carbone, des aciéristes qui la connaissent et qui refusent de la donner aussi. On a des fournisseurs qui nous disent que c'est confidentiel. On a des Allemands qui nous disent nous on a des green certificates, donc on ne pollue pas. Ça c'est très beau. Et surtout, on est un groupe japonais, et là on a énormément de problèmes avec le Japon. Le Japon n'a pas cette approche du tout d'empreinte carbone Scope 3. Ils utilisent uniquement des bases de données issues de leur sorte de fief de là-bas qui s'appelle JAPIA, et qui leur dit voilà, une vis c'est tant. Et donc après ils viennent vers nous, ils nous disent mais voilà, la vis c'est tant. Alors ne demandez pas le plus de détails, c'est tant. Par contre, on ne sait pas comment on va baisser parce qu'il faut attendre qu'ils aient baissé la base de données. Voilà, donc c'est un problème. On a énormément de problèmes avec l'Asie et notamment avec le Japon pour avoir des informations. Donc, mesdames, je vous regarde par rapport aux travaux des Nations Unies. Il y a encore pas mal de choses à faire. Pierre, côté Valeo, vos priorités du moment? Alors, déjà, en termes d'organisation, nous, on s'est structuré pour avoir un pool de personnes, une quinzaine de personnes au sein du groupe qui sont réparties par entités qui ont des portfolios de lignes de produits, qui réalisent des analyses de cycle de vie. Donc, ces travaux lourds et complexes, un peu longs, mais précis, on va dire, sur chacun des produits ou des lignes de produits de Valeo, et qui sont en support des équipes de développement qui, eux, font la même chose, mais sur des outils généralement un peu plus simples, et donc avec des choses un peu plus rapides. Et les experts sont là pour garantir que d'une part la méthode et d'autre part les données utilisées, les données d'entrée utilisées sont correctes, et permettent comme ça de valider les travaux qui sont réalisés pour évaluer les impacts environnementaux de chacun de nos produits. Et ces experts sont aussi en charge de sujets transversaux. En tous les cas, les leaders au sein de ces experts sont en charge de sujets transversaux et d'animer la communauté de ces personnes, de ces analyses de cycle de vie. Ensuite, sur les priorités du moment chez Valeo, on en a deux qu'on a bien identifiées. Il y en a une, c'est sur l'électronique. Autant sur, on va dire, la partie mécanique, les matériaux, les métaux, acier, aluminium ou les autres métaux, les plastiques, etc. On a une vision et un calcul qui nous semble assez pertinent. Autant sur l'électronique, un PCB assemblé avec plein de petits composants dessus, qui par parenthèse pèse très peu lourd, mais contient beaucoup d'énergie encapsulée qui est depuis sur tout l'ensemble du cycle de vie, et donc à une quantité de CO2 qui est extrêmement importante. Et donc, du coup, massiquement, si on faisait un facteur d'émission massique, au lieu d'être entre 1 et 20, on serait plutôt entre 100 et 5000. Et du coup, c'est un sujet qui nous préoccupe parce que la maturité de ces calculs dans ce domaine-là, aujourd'hui, est en retrait. D'ailleurs, au sein de la PFA, on a initié, mais le fait parce que l'électronique, c'est des composants catalogues, tout le monde achète les mêmes composants aux mêmes fournisseurs, donc on pourrait s'attendre à avoir un catalogue avec une colonne et la quantité de CO2 par composant, mais on n'en est pas encore là, on en est même, à mon sens, assez loin. Nous, chez Valeo, on a développé en complément des outils d'analyse qu'on utilise, comme par exemple Gabi. On a développé une méthodologie spécifique en échangeant avec nos fournisseurs électroniques. Et on se rend compte qu'il y a des écarts très significatifs entre ce que l'outil nous donne d'un côté et ce que les fournisseurs nous répondent de l'autre.
Et parfois, eux-mêmes, nos fournisseurs, font des analyses de cycle de vie complètes et nous donnent encore un élément censé être plus précis, mais qui ne réduit pas ces écarts. Donc, priorité numéro 1, l'électronique. Et la deuxième priorité, c'était évoqué tout à l'heure, la CSRD, cette fameuse CSRD qui va s'appliquer à beaucoup d'entreprises en Europe et qui va nous demander d'avoir un reporting sur les données environnementales au même niveau que les données économiques. On n'imagine pas aujourd'hui une entreprise calculer son chiffre d'affaires avec le prix moyen de vente du produit. On utilise bien les prix de chacun des produits. Demain, la CSRD nous demandera quelque chose. On ne sait pas forcément encore quels sont les critères, oui, non, est-ce qu'on est bon ou pas, mais sûrement fait avec un niveau de maturité, de précision et de finesse plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est aussi notre deuxième priorité sur le sujet. Voilà, c'est la préparation à l'avenir en CSRD. Je crois qu'il y a 700 critères qui ont été émis et il faut choisir les bons et il faut aussi voir l'avantage compétitif qu'on peut en tirer. Je pense qu'il y a peut-être des opportunités là-dessus. Adèle, les préoccupations actuelles d'un verrier aujourd'hui sur cette démarche? Alors, effectivement, en tant que verrier, on a une chance, c'est que notre matériau principal, le verre, est recyclable à l'infini. Donc, une des préoccupations, c'est réellement de créer une circularité autour de ça, donc qui est déjà présente, mais qu'il faut, surtout sur la boucle externe, qu'il faut mettre en place avec des flux. Et un deuxième axe aussi, comme je disais, on va de plus en plus vers des systèmes, donc on ajoute de plus en plus de composants, donc de plus en plus en quantité et en complexité, en nouveauté, donc des nouveaux fournisseurs. Voilà, une préoccupation, un challenge pour nous, c'est justement cette collecte d'informations et puis d'embarquer toute la chaîne de valeur dans notre roadmap. Et notamment pour les nouveaux fournisseurs, entre autres électroniques également, c'est les embarquer dès le départ, dès le début de la collaboration. Ok, merci. Donc d'où l'intérêt, enfin, de pouvoir partager tout ça. Au-delà de la méthodologie dont on parlait tout à l'heure, effectivement, je fais beaucoup de pub pour le groupe de travail empreinte carbone, mais effectivement, ça fait partie aussi de son ADN. Depuis l'année dernière, au-delà de la méthodologie et de l'annexe qui a été développée propre aux équipementiers, il y a une formation qui a été mise en place dans ce groupe de travail avec l'aide de SNESI. Andreas, pouvez-vous nous rappeler les modalités de la formation, en plus avec des tarifs très attractifs pour les adhérents de la FIEF, je crois. Et exactement. Donc cette formation, pour contextualiser un petit peu, elle est vraiment dans le prolongement, il faut vraiment la comprendre comme ça, du guide méthodologique de la PFA, qui est une base extrêmement précieuse, et de l'ensemble des travaux et des échanges qu'on a eus, et je les en remercie à nouveau, avec tous les membres du groupe de travail de l'an dernier et qui se poursuit cette année. Donc cette formation s'appuie, elle dérive étroitement du guide méthodologique pour justement être complètement raccord, on va dire, avec la demande des OEM, mais on s'est aperçu au travers du groupe de travail qu'il était vraiment nécessaire de se l'approprier, d'aller beaucoup plus dans le détail pratico-pratique et dans finalement une démarche un petit peu guidée d'aide à la documentation. Ce guide méthodologique qui fait presque 200 pages, c'est quand même un tout petit peu indigeste de le lire soi-même et de comprendre sans aide extérieure comment le mettre en œuvre concrètement. Voilà, cette formation, en effet, dure une journée, 7 heures. Différentes formules sont possibles, soit en formule multi-entreprise, tout à chacun peut aller s'inscrire, soit en passant par le site de la FIEV ou de SNESI, avec des dates de session. Également, et finalement, beaucoup d'adhérents se tournent, ou non-adhérents d'ailleurs, se tournent vers cette formule. Ce sont des formules sur mesure pour un industriel, pour un client. Donc on appelle ça des formules intra-entreprise. L'intérêt de ces formules, d'une part, elles sont plus avantageuses financièrement, en prix par personne. On descend à moins de 300 € en fonction du nombre de participants par personne, à une base à 900 € si c'est une inscription individuelle sur une session multi-entreprise, avec une remise de 10% pour les adhérents.
Donc, je vous encourage vraiment à vous y intéresser, d'autant que SNECI étant certifié Calliope, il y a une prise en charge partielle ou quasiment totale. Donc voilà, le prix de revient à la personne est vraiment extrêmement modéré. Et il y a vraiment tout un accompagnement par des exercices pratiques. La moitié de la formation consiste à réaliser en séance concrètement on prend des grilles Renault ou Stellantis et on les remplit ensemble. D'accord, merci. Donc tout ça, c'est un système qui n'est pas forcément figé, puisqu'on a vu qu'on avait tout un timing de réglementation qui arrive, des bases de données qui sont documentées au fur et à mesure. Derrière, effectivement, il y a toute une démarche de préparation auprès de... Enfin, vous avez vos démarches de préparation. Adèle, côté Saint-Gobain, qu'est-ce que vous préparez par rapport aux prochaines échéances aujourd'hui et comment vous organisez ? Alors, je vais parler au niveau des interfaces fournisseurs. Donc, l'idée, c'est de continuer à stimuler, à embarquer tout l'écosystème. Donc, récemment, nous avons mis en place, là, pour la 2e année, un challenge auprès de nos fournisseurs, donc basé sur un indicateur sustainability global, sur le panel, déjà un panel global de fournisseurs. Donc, ça, c'est un élément assez moteur qui motive aussi nos fournisseurs. L'idée, c'est de le déployer plus largement, donc pas seulement nos fournisseurs globaux, mais un panel plus large. Et le challenge, oui, c'est d'élargir nos indicateurs, pas seulement empreinte carbone, mais tous les indicateurs environnement pour réduire notre empreinte écologique. Une démarche cohérente avec ce qui se passe chez Valeo aussi. Pierre, pour terminer, par rapport au groupe à la PFA auquel nous participons, on parle de plus en plus de cycles de vie, donc on va étendre le champ des investigations. Quels sont les futurs de travaux de ce groupe, avec quels sont ses futurs objectifs ? La première priorité, c'est de poursuivre ce qu'on fait déjà. Vous avez vu ce que Emmanuel et Sophie vous ont présenté au début. C'est des travaux qui vont courir jusqu'à 2025-2026. Donc ça, c'est la priorité du moment. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui, on est focus sur le CO2, mais des impacts environnementaux, il y en a d'autres. Un des avantages, en 2 mots, un avantage important des outils d'analyse de cycle de vie, c'est qu'ils permettent non seulement de regarder l'impact environnemental sur le climat, mais aussi sur tout un tas d'autres impacts environnementaux, la biodiversité, l'eau, l'épuisement des ressources. Alors je dis la biodiversité, je me suis un peu avancé, mais l'eau, l'épuisement des ressources et un certain nombre d'autres, il y en a une quinzaine. Donc il y en a d'autres qui vont être mis sous les feux de la rampe, je vais dire, prochainement, dans les années à venir, et ça c'est quelque chose auquel on commence à réfléchir aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est que ACV égale, on a à disposition l'ensemble des impacts. Maintenant, il faut essayer de les analyser, de les comprendre, de vérifier s'ils sont matures et pertinents, puis ensuite de se fixer des objectifs de réduction. Le dernier point qui est important aussi, c'est de rapprocher la partie économie circulaire de la partie impact sur le climat. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de matériaux recyclés. On peut aussi faire mieux que recycler les matériaux. On peut essayer de réutiliser ou de réparer des composants. Beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui des plans pour faire monter ces activités qui parfois existaient de manière, on va dire, purement économique dans le passé, parce que récupérer un produit dans une décharge et puis finalement changer 2-3 composants et le remettre en pièces de rechange dans le circuit de l'industrie automobile, c'est quelque chose de positif. Et du coup, économie circulaire en parallèle de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est un sujet qui est important. Donc beaucoup de travaux en perspective. Voilà. C'est la fin de notre séquence. Vous avez vu qu'on a pris le parti pris de ne pas vous mettre de formules, de slides, plein de choses. On était vraiment sur le moment de l'échange. Donc l'échange va continuer avec de la question-réponse, mais aussi il y a plein de choses qu'on fait aussi. Les données sont à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. Donc je propose qu'on passe à la séance de questions-réponses sur cette séquence.
même protocole que tout à l'heure. Voilà. Et la même personne qui pose la même. Non, j'ai une autre question pour rebondir à ce qui vient juste d'être dit là sur les enjeux réparabilité, voire e-manufacturing, j'imagine, derrière. Et moi aussi, c'est une interpellation qui vient de ma précédente expérience dans le monde du bâtiment. C'est-à-dire que dans le monde du bâtiment, pour réparer une fenêtre, un lavabo, un robinet, etc., nulle part il faut se connecter à une plateforme. Hein, on prend un truc, on va sur l'iStore du fabricant de robinet, on dit est-ce que j'ai le droit de réparer le robinet, oui, non, etc. Et dans l'automobile, c'est vrai que moi je suis assez frappé de ce monde qui arrive. Je pense que la deux choses, c'était pas comme ça, j'imagine. Mais aujourd'hui, tous les nouveaux véhicules qui sortent sont comme ça. Et ce qui peut aussi avoir des effets contradictoires avec le fait de pouvoir réparer des équipements électroniques, dont nos véhicules sont de plus en plus équipés, mais même des équipements finalement mécaniques. Je ne sais pas comment vous appréhendez cet enjeu-là pour le concilier avec la réparabilité et le fait d'avoir quelque chose qu'on puisse maintenir dans le temps à un moindre impact environnemental. Nous, en tant qu'équipementier, on travaille effectivement plus sur de la réparation, qu'on appelle le repair, ou du remanufacturing. Après, mettre à disposition de gens qui voudraient, les essuie-glaces, c'est courant, on les achète dans les supermarchés. Pour les produits un peu plus compliqués, je vais éventuellement laisser Emmanuel et Sophie répondre si elles ont un avis ou quelque chose à dire. Mais la complexité de l'opération peut aussi limiter le fait que l'usager n'est pas forcément en mesure de remplacer quelque chose dans sa boîte de vitesse. C'est vrai qu'on prend la deux chevaux, n'importe quel ingénieur avec je ne sais pas du deux chevaux, la moteur, il y aura des trucs, toute autonomie, quoi. En 8, il est en train de produire, et c'est pas. Il est nuit, quoi, il appelle son téléphone. Je peux essayer d'apporter un petit commentaire avec mon ancienne casquette de Renault, où j'ai travaillé pendant 24 ans. Effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein, la complexité des voitures va grandissant. Pour autant, quand vous regardez l'âge des voitures mises à la casse, elles ne diminuent pas dans le temps. Hein. On voit bien qu'on est capable de maintenir en utilisation des voitures, en réalité, de plus en plus longtemps. Hein. Les voitures sont globalement de plus en plus fiables. Bon, si vous avez un équipement de confort annexe qui tombe en panne, c'est pas pour autant que vous devez jeter votre voiture, même si vous n'arrivez pas à le réparer. Il y a toute une stratégie sur le niveau d'échange, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de la complexité de l'organe et de la technicité nécessaire pour le réparer, une voiture électrique, le moteur est très simple, il ne tombe pas en panne, ça c'est la bonne nouvelle. La batterie, c'est un élément très complexe, dont la durée de vie nous inquiétait, d'où je parle encore avec Renault, hein, avec ma casquette Renault, excusez-moi, la durée de vie de la batterie inquiétait un peu, et Renault avait mis, pour ceux qui s'en souviennent, même une stratégie d'ailleurs de location de la voiture au propriétaire de la voiture. Finalement, les premières Zoé, mises sur le marché depuis 10 ans, il y a très très peu d'incidentologie batterie. Donc la mauvaise nouvelle, si vous voulez, c'est que c'est difficile à réparer, même impossible soi-même. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, les technologies sont de plus en plus fiables. Après, je voudrais rebondir par une question que j'ai en fait, mais c'est vis-à-vis des constructeurs. Dans la réglementation à venir, est-ce qu'on serait amené à se poser la question, je ne sais pas, je suis propriétaire d'une Clio, 4 ans d'âge, j'ai remplacé une fois la batterie, les plaquettes de frein et autres, est-ce que je suis en mesure de demander mon empreinte carbone dans le cycle de vie ? Ça implique les pièces de rechange. C'est peut-être aussi un critère de compétitivité par rapport aux pièces de rechange. Est-ce que vous sentez que les évolutions sur empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie peut arriver jusque-là? Aujourd'hui, côté France, il y a dans le score environnemental du bonus des voitures électriques l'empreinte carbone qui est prise en compte. L'empreinte carbone qui est prise en compte. Donc dans le bonus France, aujourd'hui, vous avez un critère score environnemental qui a été introduit l'année dernière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est essentiellement empreinte carbone amont. C'est pas sur l'ensemble du cycle de vie, mais c'est amont avec une formule simplifiée qu'a proposé le décret français. Ils sont en train d'étudier pour cette année et on attend la mise à jour de ce score environnemental en intégrant 2 autres critères supplémentaires. Donc on aura bien sûr toujours l'empreinte carbone, mais il y aura les quantités de matières recyclées et les biomatériaux et la réparabilité de la batterie.
Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est quel va être le poids de ces critères-là par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que empreinte carbone. Il y a des seuils avec des tonnes de CO2 à pas dépasser, sinon on n'a pas le bonus environnemental en France. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui est travaillé, en tout cas en France, c'est ça. C'est la partie intégration de nouveaux critères, réparabilité et intégration de matières recyclées et biomatériaux. Mais je ne sais pas si tu veux compléter ça. Oui, pour compléter un petit peu. Dans la méthodologie qui est en cours d'élaboration aux Nations Unies, la partie maintenance fait partie évidemment de l'évaluation. Alors c'est plutôt les pièces d'usure en général qu'on évalue. Peut-être aussi pour préciser, dans le cadre aussi des travaux sur l'économie circulaire, et en particulier c'est ce qu'on fait chez Stellantis, on essaye aussi d'évaluer les gains relatifs à l'empreinte carbone en utilisant des pièces réparées plutôt que des pièces neuves. Et ça fait partie des informations qui seront disponibles auprès du client lorsqu'il achètera une pièce plutôt remanufacturée qu'une pièce neuve. Donc ça fait partie aussi de l'éducation dont on parle pour apporter ces éléments aux clients. De toute façon, je pense que le médiatrique le demandera à un moment donné. Oui. Merci beaucoup. Clotilde, à distance, on a une question peut-être ? Oui, j'ai une question de Noël Martins de Ségula. Comment garantir la traçabilité de l'empreinte carbone sur toutes les plateformes monde, notamment sur le processus de fabrication ? C'est un petit peu ce qu'on a répondu, je pense. La collecte des informations qui a démarré donc sur des périmètres restreints de pièces prioritaires, etc., elle va se poursuivre sur l'ensemble des périmètres à terme avec des outils qui devront être mis en place, puisqu'on ne peut pas imaginer de poursuivre ces travaux avec des fichiers Excel. Et les travaux qui sont menés à la fois aux Nations Unies, mais aussi au travers des outils qui se mettent en place, devrait permettre aussi d'améliorer la robustesse des datas elles-mêmes qui sont collectées. Et ce que j'évoquais également tout à l'heure, c'est que probablement des processus de vérification devront être mis en place. Alors on n'y est pas forcément encore, mais l'idée ce sera de garantir que le processus industriel qui a été pris en compte dans le cadre de l'information d'empreinte carbone correspond effectivement à la pièce qui est fournie, sachant peut-être, on ne l'a pas évoqué, mais quand on fait un calcul d'empreinte carbone, on peut y associer ce qu'on appelle un data quality rating, qui en fait détermine la qualité de l'information qui est donnée en mettant en regard la pertinence technologique liée, donc est-ce que c'est bien le process exactement qui a permis de fabriquer la pièce, la pertinence temporelle, est-ce que les datas de production sont dans l'année de production de la pièce ou elles sont relatives, où elles ont été prises 5 ans avant, etc. Donc il y a une notion de qualité, de taux de qualité qui est associé aussi au calcul de l'empreinte carbone. Donc ça aide à avoir de la visibilité sur cette robustesse. Merci beaucoup. Une dernière question avant les conclusions par Stanislas. Oui. On disait tout à l'heure qu'en fait les constructeurs mettaient des objectifs, en tout cas intégrés dans leur cahier des charges, des problématiques d'empreinte carbone. Est-ce que les équipementiers font la même chose? Et pour les fournisseurs qui ne répondent pas, notamment parce qu'en fait ils ont une bonne raison de le faire sans doute, c'est quoi les moyens en fait pour leur faire répondre? Est-ce que finalement on abandonne le sujet et on fait une estimation, ou est-ce que quelque part on les blacklist et puis on va en chercher ailleurs? Peut-être question au constructeur d'abord, et puis je pense que David doit avoir un très bon avis entre rang 1 et rang 2. Un premier élément de réponse, il y a déjà de moins en moins de fournisseurs qui ne répondent pas. Déjà parce qu'on leur a beaucoup expliqué, parce qu'on a... alors là, je parle des fournisseurs directs de Stellantis ou de Renault, je présume. Peut-être pas au sein de votre chaîne de valeur, mais en tout cas, en direct, on a très peu de fournisseurs qui ne répondent pas du tout. Donc c'est aussi issu de beaucoup de communications qui ont été faites auprès d'eux et de formations.
Donc on a de moins en moins ce cas de figure. Pour être Et donc, honnête. est-ce que c'est éliminatoire, puisque c'était la question complémentaire? Alors, ouais, alors je pense que c'était pour les étapes au-dessus. En tout cas, nous, ça sera rédhibitoire puisque ça fait partie obligatoirement du sourcing table. David, un complément peut-être? Les rangs 2, c'est un peu moins joyeux. On estime à 50% les fournisseurs qui ne répondent pas spontanément, on va dire. Alors, il y a 50 raisons. On ne sait pas, on ne veut pas. Un autre aussi, c'est ceux qui nous disent tiens, j'ai fait une empreinte carbone de société, donc je divise par le nombre de pièces et donc ça vous donne l'empreinte carbone de produit. Malheureusement, ce n'est pas le bon résultat. Donc on va les rencontrer, on va essayer de les éduquer, mais à ce jour, on n'a pas de fermeture globale. Par contre, on a des clients qui interdisent d'utiliser certains fournisseurs s'ils ne sont pas dans les critères. Et là, en fait, on va choisir dans le panel pour répondre à tel client, on ne prendra pas tel fournisseur parce qu'il ne rentre pas, ou du moins les valeurs qu'ils nous ont données ne rentrent pas dans les critères exigés par les clients. Donc ça peut arriver. Donc l'étau se resserre, mais aussi... L'étau se resserre, mais c'est... Mais effectivement, par rapport à un panel entre guillemets imposé, ça permet aussi de garder la compétitivité par rapport à certains rangs. On a des clients qui ont des exigences très claires sur certains points et ça oblige à trier les fournisseurs. D'accord, voilà, merci beaucoup à tous. Stanislas, je t'invite à venir. Oui, Monsieur Janson. Oui, je voudrais poser une question en ma qualité de dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Silent Design, qui est une PME, qui travaille avec entre autres, le groupe Stellantis et Renault Group et d'autres clients, en rang 1, enfin donc en rang 1, directement avec eux. Et comme je suis plutôt spécialisé en dehors des project cars, des maquettes, etc., pour lesquels cette discussion, et pourtant on la pousse, de l'autre côté je parle, mais même dans les pièces et accessoires, parce que nous sommes fournisseurs de ce qu'on appelle chez les constructeurs le low volume, le petit volume, c'est-à-dire ce qui correspond pour équiper les séries limitées ou les accessoires sur parc ou dans les réseaux de distribution européens et mondiaux. En l'occurrence, aujourd'hui, les discussions que j'ai avec Stellantis et Renault Group, c'est puisque moi je suis fan du bilan carbone pour des raisons privées, c'est plutôt moi qui pousse la question dans l'autre sens. Bien sûr, on me dit qu'il faudra partir de... Il s'est arrêté. On me coupe. La remarque qui m'est faite, c'est plutôt, on verra ça en 2026. Je parle pour mes petits volumes parce que je suis pas équipementier, OIM, etc. Et moi je dis, mais moi je m'en occupe dès maintenant. Donc je voudrais savoir parce que j'ai connu il y a quelques années, maintenant ça va faire 6 ou 7 ans, la mise en place de la RSE justement pour les entreprises plus petites. Comme je rappelle, il y a 130 membres ou 140 membres à la FIEV, 300 sociétés, mais à partir de la 20e, c'est plutôt des PME, voire des TPE, donc ils sont aussi concernés. Donc je suis un peu aussi leur porte-drapeau dans ce jeu-là. Donc je dis oui, mais nous les petits, on est aussi concernés et on ne veut pas laisser notre place à d'autres fournisseurs, voire étrangers. Même si je suis aussi présent en Chine, c'est pas un souci. Merci. Donc y a-t-il 2 poids, 2 mesures, mesdames les constructeurs, puisqu'on n'est pas sur de la pièce première Mont-Plein. C'est plutôt, enfin, on a démarré l'activité en prenant on va dire les gros postes, forcément. Donc on a priorisé parce que c'est quand même un gros tas de sable à travailler. Donc effectivement, il y a des périmètres qui sont pas prioritaires aujourd'hui. Alors ça veut pas dire que c'est pas du tout pris en compte, hein. On a aussi des contacts avec d'autres périmètres de pièces ou d'accessoires ou autres. Pour lesquels on fournit également les guides, etc. Donc, toutes les informations relatives à l'empreinte carbone restent bien sûr appréciées, même si elles ne sont pas... Alors, pour le coup, on n'a pas de cible sur ces pièces-là. Voilà. En fait, la grande différence, c'est qu'on a un périmètre de pièces sur lesquelles on fixe des cibles CO2 et les autres pièces n'ont pas forcément suivi avec une cible spécifique. Oui, puis ce que je comprends, c'est que la priorité des constructeurs est aussi d'aller sur la synthèse du véhicule, j'allais dire 0 km, qui va sortir
au bout des chaînes. Merci beaucoup à tous pour toutes les questions. Là aussi, n'hésitez pas, soit à les poser juste après ou les mettre dans le Teams. Stanislas, je t'invite à venir pour la conclusion de cette séquence. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de nos intervenants, tous experts dans leur domaine, pour leur éclairage, pour présenter comment maîtriser l'empreinte carbone dans la filière automobile, qu'on peut résumer en quelques points. Le premier, comme vous le savez tous, la limitation de la hausse de la température est un enjeu mondial, et pour cela, il est nécessaire de diminuer nos empreintes, nos émissions de CO2 de 70% d'ici 2050, et pour respecter les accords de Paris. Et pour l'automobile, notamment le transport routier, qui représente près de 20% des émissions de CO2, cette industrie doit forcément prendre pleinement sa part pour arriver à cet objectif. Nous sommes donc tous conscients de l'importance de la décarbonation du secteur automobile, qui ne pourra se faire qu'avec l'ensemble de la supply chain, puisque, comme on l'a vu, la grande majorité des émissions produites pour la production d'un véhicule ont lieu en amont de l'assemblage du véhicule. Les travaux réalisés par la PFA et la FIEV ont permis d'avoir une méthodologie et une base de données claire. Et en ce sens, la filière automobile française est non seulement en avance par rapport à d'autres constructeurs automobiles mondiaux, mais même précurseur par rapport à d'autres industries, avec, comme on l'a vu également, l'industrie du bâtiment. Et étant moi-même en contact avec de grands groupes industriels d'autres industries, je peux vous dire qu'ils sont tous très intéressés de comprendre quelle a été la méthodologie qui a été déployée dans la filière automobile française pour voir comment est-ce qu'ils pourraient mettre en place une démarche similaire dans leur filière, vertueuse, avec une vraie trajectoire de progrès et qui ne se limite pas à des effets d'annonce ou à du greenwashing. Comme l'ont mentionné certains participants ce matin, ce sujet de la décarbonation est relativement récent, avec une appréhension de la méthodologie qui peut être parfois un peu complexe, non seulement pour les fournisseurs de rang 1, mais encore plus pour les fournisseurs de rang 2 et supérieurs. Et dans ce cas-là, un accompagnement ou une formation sur cette méthodologie peuvent beaucoup aider. Et ceci est effectivement le sens de la formation que nous avons décidé de construire à la FIEV en partant de la méthodologie de la PFA et qui est déployée par SNECI en France, mais également pour vos filiales à l'international. Enfin, comme nous l'avons entendu ce matin, la prochaine étape sera la certification des données, notamment des données primaires. Ceci est un enjeu important avec le déploiement de la CSRD qui va rapidement s'imposer à tous, mais qui reste un challenge, notamment pour nos PME qui ne sont pas pleinement digitalisées. Là encore, un accompagnement pour mettre en place les bons outils informatiques et les bonnes démarches sera nécessaire. Et la FIEV pourra vous en parler dans quelques semaines, puisque nous avons des travaux en cours dans ce sens. En conclusion, je voudrais mentionner 2 points porteurs d'espoir sur ce sujet pour notre filière. Le premier est que la filière française est en avance par rapport aux autres constructeurs, comme on l'a dit. Ceci va dans le sens de l'histoire, et donc nous devons voir ces exigences non pas comme une contrainte, mais comme une chance de prendre l'avance sur nos compétiteurs internationaux. Et le deuxième, c'est qu'avoir une démarche vertueuse de décarbonation était un réel avantage concurrentiel pour notre filière française qui possède une énergie très décarbonée. Et nous avons donc tout intérêt à pousser pour que cette méthodologie développée s'applique au-delà de la filière automobile française. Je vous remercie tous pour votre présence très nombreuse aujourd'hui et je laisse Thierry conclure ce Club Auto. Merci Stanislas. Voilà, ce Club Auto est terminé. J'espère que la formule vous a convenu. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, vos différentes questions. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Comme Claude en a parlé, normalement,
devrait continuer la formule Club Auto. Il y aura un sujet substance PFAS à la rentrée dont on parlera parce que ça fait vraiment partie de l'actualité et je pense que sous ce format-là, si ça vous convient, on l'abordera. Donc n'hésitez pas à faire vos remarques, à faire vos suggestions. Là aussi, on peut avoir, on a les oreilles grandes ouvertes pour toutes vos suggestions, mettre en place des groupes de travail. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider.